Nous retrouvons nos chers invités pour la suite de l'émission. C'est la deuxième partie. Nous vous retrouvons également. Spero Maoulé est là, juriste, président du groupe d'action pour la gouvernance et la démocratie. Madame Dado Nora Noviekou, coordinatrice nationale de OANEP Togo. Et le journaliste Ibrahim Acha, directeur de publication de Temps Nouveau. On est maintenant au Mali. Les présidents gambiens, ghanéens, et le ministre des Affaires étrangères du Togo était à Bamako, c'était jeudi 29 septembre, afin de négocier auprès du régime d'Assimi Goïta pour la libération des militaires ivoiriens qui sont restés à Bamako. Alors, Ibrahim Macha, qu'est-ce qui s'est passé concrètement à Bamako, puisque à ce niveau aussi, on n'a pas d'éléments sûrs, bien d'informations sûres. Bon, ce que nous pouvons affirmer, c'est que la mission est effectivement allée à Bamako et la mission a eu des séances de travail avec les éléments de la transition là-bas. Et voilà, donc ce que nous avons comme élément pour le moment. Sauf que le président togolais, qui était annoncé aussi, n'a pas fait le déplacement de Bamako. Il était plutôt au Japon. Vu vers le Japon. Donc peut-être son agenda ne l'a pas permis, mais il faut préciser que son ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, a fait le déplacement avec la mission de la CEDEAO. Donc il est valablement représenté, il a été représenté à Bamako, donc les discussions vont continuer là-bas et peut-être qu'à la suite de cette mission, le dossier va évoluer, le dossier des 46 militaires ivoiriens actuellement détenus à Bamako. Le dossier là va évoluer, et puisque ce que nous voulons, c'est la libération de ces militaires. Et donc, les émissaires de la CEDEAO vont travailler en ce sens. Ils vont essayer de convaincre les autorités de la transition au Mali de libérer ces soldats ivoiriens qui sont arrivés à Bamako dans des situations un peu floues, bien évidemment. Et ensuite, on verra. Vous espérons. Ibrahim Macha non plus n'arrive pas à répondre, c'est toujours c'est confus, mais il faut dire que lors du sommet extraordinaire qui s'était tenu à New York, on nous avait dit que c'est le président sénégalais Macky Sall, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, le président togolais Faure Gnassingbé qui devaient se rendre à Bamako. Finalement, on a vu à Adama Barrow de la Gambie, le Ghanéen, lui, il est allé, et puis Robert Doucet. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi j'ai l'impression, c'est qu'une impression, puisqu'on n'a pas d'éléments sûrs, j'ai l'impression que le président togolais a boudé la délégation, parce que peut-être qu'il sait que ça n'allait pas marcher. On n'a pas de résultat à l'issue de la rencontre, c'est vrai, mais le visage des chefs d'État gambiens et ghanéens montrait qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Et la preuve, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas appris un quelconque communiqué comme quoi on allait libérer les gens. Donc le visage et l'absence de communiqué me font dire qu'en réalité, apparemment, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. En tout cas, la libération n'est pas encore au rendez-vous. Et Faure Gnassingbé, le président du Togo, savait que sa présence était utile parce que c'était une délégation de haut niveau. Moi, j'ai l'impression qu'il a fait exprès de ne pas y aller, qu'il a boudé, parce qu'à un moment donné, on a eu l'impression que la négociation telle que le Togo arrivait à la faire a été capotée par des prises de position qui n'ont pas arrangé. Prise de décision de qui? De la CEDEAO et naturellement de Ouattara. À New York, ils ont pris des décisions comme quoi il faut qu'on libère. Attendez, mais il y a un problème. J'ai l'impression que les chefs d'État de la CEDEAO ne se mettent pas dans la peau des Maliens. Pour les Maliens aujourd'hui, il n'y a plus aucune possibilité qu'un chef d'État donne des ordres. Il faut qu'on traite d'égal à égal. Et pour ce problème-là, il faut une négociation. Eux, ils veulent qualifier l'affaire d'une affaire judiciaire. Vous voulez que ça soit une affaire politique. Si c'est une affaire politique, il faut une négociation. Et une négociation, ce n'est pas en donnant des dictats. C'est en faisant des propositions, en faisant des offres, en acceptant des contreparties. Et je pense que le Mali, quand vous voyez un peu le fil des négociations, quand le Togo a commencé les négociations,
on semblait aller à de bons résultats. Puis, à un moment donné, avec les phrases de Ouattara qui disaient donner sans délai, la CEDEAO qui disait renvoyer, etc., je pense que les Maliens ont bien fait de se braquer. Ça, c'est tout à fait normal. Et c'est ça que j'interprète en disant que probablement, le président togolais a voulu peut-être marquer son désaccord ou son découragement par rapport à la position trop rigoureuse de la communauté de la CEDEAO. En réalité, le Mali a posé lui aussi ses conditions, notamment avec la Côte d'Ivoire. Des personnalités le maliennes Mali qui sont n'a en Côte pas d'Ivoire. insisté sur l'extradition parce que le Mali sait que ça va être difficile. Vous savez, quand on va en négociation, on pose toujours une barre très haute et puis on diminue un peu. Au départ, ça a été la phrase, mais on a dit ce qu'on veut essentiellement, c'est assurer que ces gens-là ne continuent pas par envoyer des gens pour déstabiliser le Mali. Je pense que ça se fait partout. Quand vous avez un homme politique qui a fui son pays pour aller dans d'autres pays, on demande toujours au pays de le calmer pour qu'il ne continue pas par gêner la bonne marche. Et donc, c'est simplement un engagement qui serait suivi par une vraie mise en œuvre que le Mali attend de la Côte d'Ivoire. Le Mali ne peut pas réellement attendre qu'on prenne Keita et Koulibaly, qu'on les mette dans un avion, qu'on rapatrie au Mali. Sur le plan politique et sur le plan relations internationales, ça ne se fait pas véritablement comme ça. Donc le Mali doit savoir ça. Donc en réalité, c'est juste mettre quelque chose dans la balance pour pouvoir assainir la chose. Maintenant que Ouattara continue toujours par dire envoyez-nous les gens, alors qu'il sait qu'au départ, je crois qu'à un moment donné, lui-même il a reconnu qu'il y avait quand même une maladresse, des manquements. Des dysfonctionnements. Donc il ne peut pas voir ces manquements-là et puis continuer par donner des ordres pour dire renvoyez-nous les gens. Et je pense que c'est mauvais. Ça, c'est la première position. Madame Dado Nora Noviekou, pour certains analystes aussi, on peut interpréter l'absence du chef de l'État togolais Faure Gnassingbé par les déclarations des militaires au pouvoir à Bamako. On sait que la délégation devait être à Bamako. C'était mardi, Ibrahim Matia. Oui. Finalement, les militaires aussi ont dit jeudi. Est-ce que ça aurait irrité le président Faure qui est dans la médiation? Comment je peux le savoir? En lisant sur le visage. Comment je peux le savoir? Je ne sais pas. Non, mais franchement, je n'ai pas d'éléments. Je dirais peut-être que Lucelle sait pourquoi il n'est pas allé, c'est sûr. Lucelle sait pourquoi il n'est pas allé. On peut émettre des hypothèses ici, mais vraiment, c'est Lucelle qui sait le pourquoi il n'est pas allé, que c'est finalement... On l'a vu au Japon. Oui, c'est ça que je dis. Ouais. C'est aussi une question de choix, d'enjeux et tout le reste. C'est aussi parfois un certain nombre de calculs qui fait que, à un moment donné, il décide de ne pas aller d'envoyer le ministre des Affaires étrangères, qui aussi, quand même, il faut le rappeler, est sur ce dossier depuis un moment. Donc, il n'est pas étranger au dossier. Donc, a priori, je dirais même que, est-ce que ce n'est pas même lui le cerveau? C'est-à-dire que le ministre des Affaires étrangères a aujourd'hui assez d'éléments et même si le chef d'État togolais n'est pas là, il peut le remplacer valablement. Maintenant, pourquoi le chef d'État n'est pas là? Il va falloir l'inviter et lui poser la question. Ça serait intéressant de l'entendre, pourquoi il n'était pas. Mais bon, au-delà de tout, moi je dirais que déjà le fait que la CEDEAO soit reçue finalement par le Mali, même si il y a eu un décalage de date, c'est déjà bien qu'il y ait eu cette rencontre-là parce que ça va décanter un peu la tension qui est là, ça va apaiser un peu, je dirais, adoucir un peu les choses parce qu'il faut quand même le reconnaître, il y a une tension qui est là en l'air et ça c'est dû aussi à la prise de position des uns et des autres. Donc, le fait que les deux présidents, les deux chefs d'État soient rendus là et soient reçus par le Mali, c'est une bonne chose. C'est clair, ils ont discuté, ils n'ont pas fait de communiqué, peut-être se sont accordés de ne pas en faire. Et je pense que quand on fait un processus de médiation, ce n'est pas aussi tout qu'on dit. Parce que des fois, trop de communication tue la communication. Donc, c'est peut-être stratégique de dire, non, on n'en parle pas et c'est peut-être une décision collégiale. On peut se dire, est-ce que c'est vraiment une réussite? Moi, je dirais oui, ça en pas. On ne peut pas attendre que, à la sortie de cette rencontre, immédiatement, il y a un communiqué pour dire, voilà, les 46... Non, ce n'est pas possible.
on est dans un processus. Donc, allons étape par étape et suivons ce processus-là et voyons jusqu'à où ça peut amener. Mais déjà, il n'y a pas eu de déclaration négative, il n'y a pas eu de propos désagréables. C'est déjà une bonne chose. C'est juste qu'on ne sait pas concrètement ce sur quoi ils ont conclu. Ce n'est pas grave. D'ici là, c'est sûr, on aura des retours. Donc, pour ma part, c'est déjà un pas qui certainement va aider dans la libération de ces 46 Ivoiriens dans les jours à venir. Et pour peu que les deux parties en conflit, à savoir le Mali et la Côte d'Ivoire, essaient de mesurer leur langage à partir de cet instant. Parce qu'un seul mot déplacé va encore capoter la situation. Donc, il va falloir, et pour le Mali et pour la Côte d'Ivoire, de faire attention dans le langage, d'être assez diplomatique en tout cas et courtois. Parce que ça ne sert à rien de rentrer en conflit actuellement là, dans un contexte où la question sécuritaire est sur la table. On a mieux à faire que comment je vais dire ça, de se mettre en conflit sur cette situation, même si ce n'est pas une situation banale, oui, parce que ces 49 qui ont débarqué ne l'ont pas fait de façon légale. C'est ça aussi qu'il faut rappeler. Oui. Et du moment la Côte d'Ivoire a reconnu cela, en parlant de dysfonctionnement. On le sait qu'il y a eu un problème, essayons de régler et de pouvoir avancer. Mais si ça, parce que je vois sur les réseaux sociaux, voilà, ça rentre dans une forme de les Maliens contre les Ivoiriens, ou bien les Maliens contre la CEDEAO, même la communauté internationale. On ne doit pas aller à là. Sinon, on risque de rater, en fait. On ne doit pas aller vers là. C'est comment on fait pour libérer, mais comment on s'entend aussi quand même sur un certain nombre de points d'entente, parce qu'un processus de médiation doit toujours chuter sur un accord. Et cet accord doit être respecté. Donc, c'est quoi les conclusions, les grandes conclusions de ce processus? Qu'est-ce que chacun attend de l'autre pour que demain, cette amitié qui existait entre ces deux pays puisse reprendre? Les choses vont s'arranger par la volonté de Dieu, a dit un haut responsable malien sous couvert de l'anonymat. Alors, Ibrahim Acha, les gens nous ont également dit que les lignes ont véritablement bougé jeudi à Bamako. Est-ce que vous pensez véritablement que les choses vont évoluer? Les lignes ont bougé, je ne saurais le dire. Mais tout compte fait, il y a un processus de négociation qui est enclenché. Et ceux qui conduisent ce processus, c'est des gens quand même parmi et ces personnalités. Il y a quand même le Togo, qu'on sait est très bien respecté par les autorités maliennes, les autorités de la transition. Donc, ils ont affiché quand même une certaine sympathie pour le président Faure. Donc, on peut peut-être attendre que dans les jours à venir, même si le président Faure n'a pas fait le déplacement, par le biais de son ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, il pourra aussi envoyer certains messages s'il y a lieu même de faire, en tout cas de faire certaines propositions. Il n'hésitera pas à le faire par le biais de son ministre des Affaires étrangères, et cela peut-être sera bien accueilli par les autorités de la transition. Comprenez, bon, je ne veux pas les appeler la junte, les autorités de la transition au Mali. Donc, ils sont contre cela. Mais non, ils n'aiment pas entendre cela. Mais, donc, ce sont les autorités de la transition. Et je pense que les choses vont aller dans le bon sens. Parce que si M. Faure Gnassingbé, par rapport à ce rapprochement qui se dessine aux yeux de tout le monde, son rapprochement avec les jeunes officiers au Mali, et par rapport à ce rapprochement, s'il arrive quand même à agir sur certains leviers, s'il arrive à faire entendre raison à Assimi Goïta et ses colonels, je pense que les choses vont évoluer. Et il y a aussi l'aspect de ne pas aussi froisser les autorités de la transition au Mali. Ça, c'est l'aspect-là que Madame Dado a souligné. Et c'est de tout faire pour que dans cette négociation, qu'on ne sente pas un diktat qui vient d'ailleurs. Donc actuellement, les deux pays sont en position de force, mais plus, on peut dire que le rapport de force est plus penché vers le Mali, puisque c'est du Mali
qu'on attend des concessions. Vous comprenez? Donc, si on n'arrive pas à tenir le langage qu'il faut, si on n'arrive pas à tenir le discours qu'il faut pour amener les Maliens à mettre un peu de l'eau dans leur vin, je pense que les choses vont capoter. Donc, tout dépendra peut-être dans les jours à venir de la posture que Abidjan va adopter vis-à-vis de ce dossier. Et là, peut-être cela amènera les autorités maliennes à voir s'il y a... en tout cas, il y a des raisons suffisantes pour libérer les 46 militaires ivoiriens. Spero Maoulé, déjà la veille de la visite, on a entendu le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, qui a dit nous ne nous laisserons pas influencer par une décision de la CEDEAO. C'est-à-dire en disant cela, est-ce qu'il met déjà en garde la CEDEAO? Non, il faut replacer les choses dans leur contexte. Déjà, quand ils étaient à New York, il y a des phrases qui sont sorties, des positions qui ont été prises, et notamment avec même le secrétaire général des Nations Unies, donc des positions qui disaient qu'il fallait libérer. Donc déjà, eux, ils considèrent ça comme une ingérence, comme un diktat. Surtout que le Mali a déposé des plaintes au niveau du Conseil de sécurité. Et donc, ça ne marchait pas. Et donc, du coup, le Mali aujourd'hui est dans une posture de défiance, mais de défiance très polie. Il ne faut pas qu'on nous donne l'impression que parce que c'est le Mali, on nous contraint à plein de choses. Non, je crois que ça arrivait déjà. Donc, c'est pour ça que Diop, qui est très mesuré quand même dans ses propos, arrive à dire ça. Et ensuite, la deuxième chose, moi je continue par dire, regarde, normalement pour l'affaire du Mali, c'est le Sénégal et le Togo qui normalement sont désignés comme médiateurs. Macky Sall n'est pas allé, Faure Gnassingbé n'est pas allé, mais c'est des chefs d'État qui étaient attendus. Pas le ministre. Je ne dénie en rien la compétence du professeur Doucet, qui est sur le dossier depuis. Et je me suis même amusé à voir une image sur une chaîne malienne de quand ils sont sortis. Vous voyez clairement qu'il y avait un malaise. Laissons de côté les principes de la médiation qui font dire qu'il ne faut pas donner de résultats. Il faut peut-être, on peut décider de ne rien dire, etc. Moi, je lis encore... Pour le Togo, on a vu un communiqué même de la présidence qui précisait que le président Faure Gnassingbé devait se rendre au Japon. Pourquoi il n'est pas allé à Bamako? On ne pouvait pas avoir notre courrier. On peut pas. On doit dire qu'il y a le hasard des calendriers qui a fait que malheureusement il n'a pas pu. C'est tout à fait normal, c'est très politique. Moi, je ne suis pas politique. Moi, je dis ce que je vois. Je dis, à mon sens, en prenant le fait que quand le processus de négociation avait commencé, tout semblait aller bien, jusqu'à ce que Ouattara demande à la CEDEAO de condamner le Mali et que le Mali commence par se braquer. Vous voyez, c'est comme si je commence une médiation qui promet, et donc je suis sûr qu'avec ce que je suis en train de faire, ça va marcher, et que des gens décident de dire, bon, faisons plutôt autre chose, et ça rate. Il y a forcément un sentiment de frustration, mais qu'il ne peut pas forcément exprimer parce que c'est un homme politique. C'est un chef d'État. Et il est avec ses confrères chefs d'État. Donc c'est tout à fait normal qu'on sorte un communiqué pour dire que c'est les contraintes calendaires qui ont fait qu'il n'a pas pu. Mais moi, j'ai l'impression que ce n'est pas ça. C'est tout. Vous avez l'impression que ça ne va pas... médiation Non, pas que ça ne va pas aboutir, mais il faut que les gens restent dans une certaine posture pour que ça puisse aboutir. C'est clair que quand vous voyez même le président ghanéen, depuis l'aéroport, quand on l'a filmé à l'aéroport et quand on l'a vu, je ne le sentais pas. Je l'ai vu dans d'autres circonstances où il était plus à l'aise. Ouais, il y avait une impression de... il est critiqué par les Maliens. Voilà. Donc du coup, il n'était pas très à l'aise. Et donc, c'est eux qui vont aux négociations. Je suis sûr qu'ils n'ont pas eu la chose facile. Mais c'est clair que on ne peut pas envoyer des chefs d'État au Mali et les Maliens vont s'amuser à se braquer non plus. Donc, il y aura forcément des débuts de concession. Mais tout le reste dépend de
ce qu'ils vont maintenant aller dire à Ouattara et de ce que Ouattara pourrait dire. Mais il ne faut plus que la CEDEAO sorte encore un communiqué pour dire qu'il faut libérer les gens. Parce que ça, là, ça va être considéré encore par les Maliens comme un ordre donné. Et j'ai l'impression que dans ce cas-là, ils vont décider de dire simplement que ce n'est plus une affaire politique. C'est la justice qui va faire le travail. Voilà. Alors, on va faire un tour de table pour parler, puisque c'est la première fois que je vois sur ce plateau, après la sortie du Premier ministre malien, puisqu'on est au Mali, Abdoulaye Maïga, à la tribune des Nations Unies. Madame Dado Nora Noviekou, comment vous avez analysé la sortie du Premier ministre malien? Alors, on a vu tous, le Premier ministre Michel Foucault. J'ai vu aussi. Tu as vu, d'accord. Alors, on a vu quand même le Premier ministre malien qui était tout simplement cohérent avec la logique du régime en place. Parce que ces derniers temps, les propos, c'est la même chose en fait. Je crois qu'il a tout simplement suivi le mot d'ordre et a essayé de laisser transparaître la pensée du régime et surtout de rappeler un certain nombre de choses. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une situation où la transition malienne veut passer des messages. Et pour ça, certains peuvent se dire, est-ce que le langage était approprié? Bon, pour eux, c'était approprié. Donc, nous, on constate tout simplement qu'ils ils ont osé dire des choses que d'autres n'ont pas pu dire. Et ils sont aussi, ils sont aussi préparés psychologiquement à supporter ou à subir les retombées qui en découleront. Donc, pour ma part, je note tout simplement qu'il y a quand même une constance, que ce soit le Premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères ou l'ancien même, il y a une constance dans les propos. Mais, au même moment, je dis, on est dans une logique de négociation et pour ça, il faut aussi parfois faire attention de ne pas trop tirer sur le fil et pour ne pas finir par être seul parce que la situation actuelle, le Mali seul ne peut pas régler. Il y a besoin d'une forme d'appui, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut tout accepter. Et c'est là qu'il faut faire l'équilibre. Voilà. Donc, on a vu un Premier ministre qui a osé dire des choses. Et puis, on a vu aussi des gens qui ont buté. Voilà. Vous savez ce qui me fait rire, madame. Vous êtes plus politique que les autres. Les réponses carrément diplomatiques et autres. Je comprends. Ibrahim Bacha, vous, comment vous avez vu ou bien analysé les propos du Premier ministre Abdoulaye Maïga? Bon, si on veut prendre la forme, c'est que le Premier ministre malien, tout ce qu'il a eu à déclarer sur la tribune des Nations Unies était conforme avec, disons, leur ligne politique, c'est-à-dire la ligne politique de la transition au Mali. Et donc, il n'y avait pas quand même, à proprement parler, une surprise. Mais sauf que le fait d'avoir brisé les codes diplomatiques à cette assemblée générale, c'est-à-dire à cette tribune, c'est aussi une façon d'exprimer un état d'âme. Et l'état d'âme aujourd'hui, c'est que les Maliens en ont assez. Les Maliens ne veulent plus recevoir des ordres de qui que ce soit. Les Maliens veulent prendre, disons, en charge leur destin. Les Maliens veulent se tracer une voie, la voie qui va les amener vers l'épanouissement, la voie qui va les amener vers le développement. Et c'est ce que le Premier ministre a clamé lors de son discours à la tribune des Nations Unies. Et en même temps aussi, il faut dire que le Premier ministre, en fait, il connaît bien les rouages de la diplomatie. Il sait bien que quand on est diplomate, il y a un certain nombre de choses qu'on ne dit pas. Il y a un langage approprié. Et quand vous voyez un peu ce qu'il a dit sur la tribune des Nations Unies, c'est presque à quelques exceptions près. C'est ce que Robert Dussé a dit. Mais, sauf que le ministre togolais des Affaires étrangères a tenu un discours beaucoup plus... en tout cas sur le plan forme, qui respecte un peu les codes diplomatiques. Mais le Malien, lui, a brisé les codes pour exprimer un état d'âme, pour dire que non, nous ne sommes pas d'accord avec la façon dont les choses se passent.
Et au même moment aussi, si vous voyez un peu le fond, c'est comme le Premier ministre malien, au-delà d'exprimer leur état d'âme, a donné aussi une réponse à la France par rapport aux propos tenus par Emmanuel Macron à l'endroit de Poutine. Parce qu'il a dit que Poutine agit comme un impérialiste. Sur la tribune des Nations Unies, quand on tient de ces propos aussi, c'est des propos vont en guerre. C'est des propos aussi déplacés. C'est des propos aussi qui vont froisser. Or, vous savez que les Maliens adulent Poutine. Ils ont pour partenaire sûr dans la lutte contre le terrorisme Poutine. On ne doit pas toucher Poutine. On ne doit pas toucher Poutine. Et voilà aussi, ils ont tenu à exprimer leur mécontentement par rapport au discours tenu par Emmanuel Macron à l'endroit de la Russie. Et je pense que les uns, les autres, chacun a essayé à son niveau de tirer les conclusions qui s'imposent par rapport à ce discours du Premier ministre malien. Et pour terminer, peut-être que je dirais que les panafricanistes étaient très contents. La preuve, vous avez vu comment il a été accueilli à son retour de New York, la façon dont il a été accueilli à Bamako. Il a été accueilli vraiment. Un repas, ils ont été servis. Un retour triomphal. Non, les Maliens étaient très contents, les panafricanistes étaient très contents parce que le discours était un discours vraiment. En tout cas, qui s'y est quand même. C'était ce qu'il fallait servir, selon eux, à l'Occident. Alors, Spero Maoulé, bon, disons pas diplomatiquement analysé, selon ce que vous avez vu, oui, il a dit que les panafricanistes ont été servis, sauf que, selon les propos du Premier ministre, il y a un président qui n'est pas de ce pays. Ce sont des propos panafricanistes aussi. Non, moi, d'abord, je voudrais dire que ce n'est pas... On ne doit pas faire de ce discours-là le produit du Premier ministre par intérim malien. Ouais. C'est le discours du Mali. C'est un message du Mali adressé au monde. Et il y a eu d'autres messages plus poignants que ça, bien avant aujourd'hui, et il y aura toujours. Mais c'est parce que le Mali est, entre guillemets, à la vedette aujourd'hui, et qu'on s'attendait à ce que les choses soient dites, et que tout le monde... mais c'est un discours qui a été moins direct que d'autres discours qui ont eu lieu avant. Et d'ailleurs, et ça je suis d'accord avec Ibrahim, il y a des choses que le professeur Doucet pour le Togo a dit, qui dit exactement la même chose, mais personne ne semble voir. C'est juste parce que aujourd'hui les phares sont allumés sur le Mali. Et ce qui est bon dedans, c'est qu'au moins le Mali a dit les choses sans langage diplomatique, comme on le dit. Ça a été dru par endroits, avec des attaques directes par rapport au secrétaire général des Nations Unies, par rapport au président Ouattara, par rapport au président du Niger. Généralement, on ne va pas si franchement comme ça dans ces choses, mais on est à l'ère où il faut enlever l'hypocrisie et aller direct, en restant courtois, en n'insultant pas. Et il n'y a pas eu d'insulte, je m'en réjouis. Que les panafricanistes, aujourd'hui le langage devient un fourre-tout, panafricanisme, africain aimant l'Afrique, tout est mélangé. Mais dans tous les cas, je pense que tous ceux qui veulent aujourd'hui que les Africains puissent se prendre en charge ont trouvé satisfaction dans ce discours-là. Et c'est une bonne chose. Maintenant, se prendre en charge, oui, mais sur quelle valeur? Ça aussi, il faut pouvoir définir ça. Prenez par exemple le pays de la Centrafrique, qui est aussi aidé par la Russie, et le président qui voudrait qu'on change la Constitution. On voit la suite. Et la Cour constitutionnelle décide que ce n'est pas... Vous voyez? Donc, sur quelle base on veut changer les choses? Il faut que la base soit saine pour tout le monde. Il faut penser d'abord et avant tout au peuple. Et c'est ça qui ressort chaque fois du discours des autorités maliennes. Moi, je l'appelle le président du Mali. Déjà, ce matin, j'ai vu, par exemple, dans Wikipédia, que Ibrahim Traoré est appelé déjà homme d'État. Si lui, après son coup d'État d'hier nuit, il est appelé homme d'État, pourquoi vous ne voulez pas qu'on appelle Assimi Goïta président de la République? Il est président de la République. Peu importe ce qu'on dit, ce n'est pas jeune, il est président de la République. Bon, soit dit en passant, je n'encourage pas les coups d'État, mais au moins ils disent
que c'est ce que le Mali veut. Maintenant, on attend qu'on nous sorte une constitution qui montre si vraiment on a intégré les citoyens à la nouvelle vision de la gestion du Mali, si on a intégré le bonheur des Africains à la nouvelle vision de la gestion du Mali. Si ça n'apparaît pas, il faut qu'on décrit cette période de transition-là. Si c'est dedans, il faut qu'on félicite ça. Moi, je pense qu'il faut changer de paradigme. Il ne faut pas simplement prendre des noms génériques qui existaient, panafricanistes, pro-africains et tout ça là, qui ont amené au décès de Kwame Nkrumah et au rejet de Edem Kodjo et toute autre personne. Donc je pense qu'il faut ramener tout ça là en français très simple, pour dire qu'il faut d'abord valoriser les Africains pour que nous soyons à l'aise dans nos pays. Peut-être les patriotes africains. Les patriotes africains, oui. Okay. Allez, on va aborder le dernier sujet. Les producteurs du Made in Togo seront à l'honneur pour la 3e année consécutive en octobre prochain. Nous sommes en octobre dans le cadre du mois du consommé local. L'événement a été annoncé le mercredi 21 septembre 2022 par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale. Madame Dado Nora Noviekou, on commence par vous. On parle du consommé local et c'est la 3e édition. Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà des 2 premières éditions? Alors, on a le mois du consommé local, donc le mois d'octobre, qui est devenu, qui est systématiquement le mois au cours duquel il y a plus d'initiatives, d'actions pour célébrer le local. Il y a, je crois, des mesures qui sont prises pour encourager justement ce consommé local. Mais j'ai un commentaire. Est-ce que le consommé local est enraciné? C'est-à-dire, est-ce que durant ces 3 ans, on s'est approprié le consommé local? Je vois à cette rencontre ou bien à ce lancement, on dit consommer local, mais des gens qui sont encore en veste, même s'ils ont mis des... Comment ils appellent ça? Quelques écharpes. Non, pas des écharpes, ils ont mis des... des perles. Voilà, des perles. Des colliers en perles. Traditionnels. Mais je me dis, est-ce qu'on s'est vraiment approprié la question? Parce que, donc, fond, nous, on est dans le consommé local, vous voulez dire? Bon, sur le plateau. Pas moi? Pas lui aussi. Si, c'est local. C'est local. Mais bref, pour dire, il y a un besoin de renforcer cet esprit-là, parce que aujourd'hui, c'est clair que nos États ont besoin de pouvoir se reposer sur leurs ressources propres, les valoriser, mais aussi mettre les moyens pour que ça puisse véritablement servir et que, quand nous disons consommer local, en amenant la population vers le consommer local, que cette population se retrouve facilement et n'est pas trop dépensée également. Parce que c'est ça aussi le blocage. Les gens se disent, mais consommer local, d'accord, mais je préfère encore acheter le riz de l'extérieur parce que c'est moins cher que le riz local. Donc c'est autant, je dirais, de paradoxe qui fait que on se pose la question, est-ce que c'est bien approprié? Donc le constat est là. On veut tendre vers le consommer local, mais il y a un besoin de mettre encore plus d'énergie pour une appropriation de ce consommer local-là, qui au final, tout simplement, va nous permettre de non seulement valoriser nos produits locaux, mais valoriser aussi notre culture, la richesse intérieure, mais aussi valoriser la richesse humaine, surtout. Donc, c'est tout un ensemble. Et j'espère que le ministre en charge de ce département a toute une planification autour de l'action. Parfois, j'ai aussi un petit souci quand il y a beaucoup de départements dans les ministères, c'est-à-dire que le seul ministre est en charge finalement, parfois, il y a un département qui est lésé par rapport à d'autres. Donc, ça veut dire que même s'il y a des directeurs de département, il va falloir peut-être mettre plus d'énergie pour que ce consommé local-là soit réel. Quand je vois au niveau de la, comment on va dire ça, de façon globale, à part le mois d'octobre, est-ce que les gens se retrouvent dans le consommé local, dans le manger, dans l'habillement, est-ce qu'on se retrouve? Quand je vois le gouvernement, bon, à part madame la première ministre, le reste, souvent c'est dans le format occidental, quoi. Donc c'est aussi ça. Ça veut dire, il y a un travail aussi au niveau, je dirais,
cognitif qu'il faut faire pour qu'on puisse se dire, comme au Burkina, on sent que les gens sont portés vers le faso d'Amfani, on valorise le local et on met de l'énergie. On voit le président Roch Marc. Donc, il y a un besoin de se dire, ben oui, il faut valoriser vraiment ce que nous avons. Sinon, on serait toujours quémandeur, on serait toujours porté vers l'extérieur, alors qu'on a des choses chez nous. Et quand la Russie et l'Ukraine sont en crise, qu'on ne soit pas là en train de dire, on attend le blé, alors que non, on a des choses chez nous qu'on pourrait toutefois valoriser. Alors, Ibrahim Macha, comme journaliste, en tant que journaliste, quel bilan faites-vous des 2 premières éditions? Bon, il faut dire qu'au niveau du Togo, puisque nous parlons du Togo, les 2 premières éditions, le Togo a essayé d'organiser des cérémonies qui répondent à l'agenda de l'UEMOA, puisque quand on parle du consommé local, c'est au niveau de l'UEMOA que les ministres du commerce ont décidé de faire en sorte qu'il y ait la promotion des produits locaux et surtout de faire, comme on le dit, de dégager une politique claire par rapport à la transformation locale, à la transformation des produits locaux. Donc, pour les 2 premières éditions au Togo, nous avons vu que nous avons essayé de mettre en valeur certains produits locaux, notamment, prenons le café, par exemple, le café du Togo. Aujourd'hui, on le vend un peu partout et on a installé même des kiosques. C'est une initiative du ministère plutôt du commerce. On a installé des kiosques où vous pouvez aller prendre du café togolais. Donc c'est déjà très bon. Et au niveau aussi des artisans, il y a une politique aussi qui essaie de les prendre en charge. Donc, de plus en plus, les cadeaux de fin d'année des institutions, on voit que ce ne sont plus des produits importés directement de l'Europe, mais on valorise les artisans togolais et ils fabriquent des gadgets, ils fabriquent aussi, en tout cas, de très belles choses qu'on essaie aussi de ventiler. Et ça aussi, c'est la consommation locale qui est en tout cas en vue, comme ça. Bon, mais il y a toujours le mais, puisque moi je suis un peu dérangé, je pense que Madame Nora a souligné cela, je suis un peu dérangé, parce que quand on parle du consommé local, ça doit partir d'en haut. Et là, quand on voit l'accoutrement ou bien l'habillement de certaines personnalités qui devaient donner qui devait servir d'exemple, qui devait aussi prendre en compte, oui bien évidemment, qui devait prendre en compte ce mois du consommé local, on ne le sent pas. Donc finalement c'est comme le consommé local dont on parle, c'est une théâtralisation, juste le mois d'octobre, chacun essaie de mimer un peu l'Africain. Je dis mimer, sur le plan vestimentaire, sur le plan culinaire et tout ça, là, chacun essaie de manger à Blo à côté, de manger à Imolou et porter quelques écharpes de Kente simulées qu'on est togolais, et ça s'arrête là. Mais au-delà, est-ce qu'il y a quand même une politique à long terme pour pouvoir porter nos produits locaux? Ça, je ne le vois pas. Je ne le vois pas, et je pense que les réflexions doivent aller en ce sens, qu'on sente que les Togolais ont une identité en matière vestimentaire. Jusque-là, le Faso d'Afani, vous savez que les Burkinabés, ils ont tout fait pour l'imposer. Entre-temps, leur ancien président, oui, on le voit toujours. On le voit toujours. Même quand nous rencontrons aussi dans nos voyages certains de nos confrères burkinabés, on les voit aussi avec l'affirmation de cette en tout cas identité burkinabé. Mais ici, l'identité togolaise, c'est quoi? Jusque-là, je suis perdu. Parce que quand on se retrouve, on prend le Kente, on voit ça un peu vers le Ghana, et on voit ça un peu vers la Côte d'Ivoire, vers le pays baoulé, le peuple baoulé, on le voit aussi. Voilà, donc au Togo, jusque-là, ce n'est pas encore clair. Donc je souhaiterais quand même qu'on travaille là-dessus, qu'on essaie d'affirmer certaines choses au point de vue culinaire et tout ça là. Donc on essaie de faire. Quand vous allez souvent aussi dans les réceptions, c'est là où je voulais chuter. On vous prépare du riz, on vous prépare du couscous. C'est comme vous êtes à Marrakech pour manger du couscous. Quand c'est du riz, c'est comme vous êtes peut-être au Vietnam ou bien à Thaïlande. Donc il faudrait que le consommé local là soit véritablement vécu
qu'on porte ça véritablement, mais que cela ne se limite pas à cette théâtralisation qui se fait dans le mois d'octobre. Ah, alors Ibrahim est perdu, peut-être Spero Maoulé va le localiser. Non, lui va se retrouver. Non, il ne faut pas non plus se créer des problèmes là où ça n'existe pas. Honnêtement, le Togo, si le Togo n'a pas une valeur dans un domaine, ce n'est pas la peine de forcer. Ce que je veux dire, quel que soit le pays africain qui veut consommer local, Internet va demeurer Internet. Donc il y a des choses qui ne vont pas forcément changer. Et puis, il y a une question de goût qui est très, très, très subjective. C'est une question subjective. Et donc, je peux être togolais, vouloir m'approprier, mais aimer m'habiller à l'occidental. Moi, je n'en fais pas un problème. Mais moi, ce qui me fait un problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a encore trop de plomb dans l'aile de cet élément-là, mais qu'on ne veut pas enlever. Vous voyez, par exemple, mon problème, c'est que vous prenez quelqu'un qui vient de la France, qui vient d'un autre pays, qui veut investir au Togo dans une structure. Quand il prend, je dis n'importe quoi, 10 000 euros et qu'il fait l'échange en CFA, il a des millions. Mais pour prendre ces 10 000 euros-là, il peut emprunter dans une banque française. À quel taux? À 0, et quelques. Maintenant, il est en compétition avec un entrepreneur togolais qui veut faire sortir sa marque pour que les gens consomment togolais. Mais il va prendre combien de millions pour égaler celui-là? Ça va être très difficile. Maintenant, quand il va aller à la banque, on lui fait un prêt à 14%. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, du coup, on ne peut pas avoir la compétitivité suffisante pour qu'on implémente dans nos structures les produits du Togo. Donc, finalement, les gens sont obligés de faire un peu avec. Et donc, il manque cette finition qui va faire que les gens vont aimer. Quand le produit peut être bon, s'il est mal présenté, ça n'attire pas. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas les compétences pour produire correctement, mais nous n'avons pas les moyens, tout simplement parce que le pouvoir n'est pas encore aujourd'hui, n'a pas encore les moyens en réalité pour pouvoir assurer aux citoyens togolais les outils de sa compétitivité. Et donc, ça supposerait forcément qu'on revoie d'abord la politique d'octroi des prêts, de garantie des prêts à ceux qui veulent être entrepreneurs. Or, malheureusement, ce n'est pas un problème qui dépend du Togo. Il y a des taux directeurs qui sont fixés par la BCAO. Peut-être que je ne suis pas en train de mener une campagne particulière, mais c'est peut-être l'occasion de sortir du franc CFA. Alors, madame, quand on voit les expériences du passé, on peut attendre quoi de ce mois précisément qui vient de commencer? Aujourd'hui, 1er octobre, on rentre dans le mois du consommé local au Togo. Oui, cette question-là, je crois que c'est M. Adedji qui devrait répondre. Finalement, ça fait 2 fois qu'elle rejette. Parce que, non, il est mieux placé, ou bien. Vraiment, vous avez raison. Voilà. Alors, mais j'estime qu'avec les 2 ans déjà d'activité autour du consommé local, le ministre et son équipe auraient certainement tiré ou d'abord apprécié ce qui a été fait et tirer des leçons pour améliorer la 3e année. Donc j'imagine qu'on est dans un processus et que forcément il y aura du mieux que les 2 années passées. Je n'ai pas des chiffres là pour dire quoi que ce soit, mais je reste juste dans la logique que tout ministère qui veut faire la promotion d'une logique ne va pas dans le vide et se base sur l'existant. Et dans cette logique-là, 2 ans sont passés, ils ont vu, et certainement il y a eu des remarques, il y a eu des retours, et forcément ils vont essayer d'améliorer. Mais maintenant que tu le dis, ça veut dire aussi que nous, citoyens, on doit être plus regardants sur cette nouvelle, je dirais, cette nouvelle dynamique autour du consommé local, parce qu'en réalité, c'est une question qui nous incombe à tous et à toutes, parce que c'est d'abord notre pays, en fait. On veut tout simplement valoriser la richesse que nous avons, la culture et tout le reste. Et pour ça, nous avons aussi nos idées qu'on pourrait partager avec le ministère du Commerce. Et donc, je crois que chacun à son niveau pourrait déjà se dire, mais comment je peux contribuer à ce consommer local-là, à ce processus-là,
Et au haut niveau, peut-être eux, de se poser la question, qu'est-ce qu'on aurait dû améliorer et qu'est-ce qu'on peut encore améliorer au regard de nos moyens. Tout en se disant, il n'est pas demandé de faire l'impossible, mais tout simplement se poser la question, est-ce qu'on a les moyens de faire quand même le nécessaire, l'essentiel pour faire mieux que les 2 dernières années. Maintenant, une chose est très claire, quand on définit ou bien qu'on lance une idée, il faut avoir de la conviction. Sans conviction, ça resterait juste une idée. Voilà, le mois va passer et puis après, ça rentre dans les oubliettes et c'est parti pour 1 an. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on fasse l'erreur là de faire du consommé local juste le mois d'octobre. Mais le consommé local doit être tous les jours et ça doit être d'abord un travail même dans le mental. Quand par exemple vous descendez de l'aéroport, vous prenez le bus qui doit vous amener vers, qui vous amène, même dans le bus, les musiques qu'on chante là, c'est pas du togolais, quoi. C'est-à-dire, des fois, tu te poses la question, ben, tu es où? Alors qu'en fait, descends peut-être au Maroc, tu vois, descends dans un autre pays, c'est clair, il y a un sentiment de vouloir passer un message, voilà. Donc, c'est tout un ensemble. Ça veut dire, le consommer local, c'est pas juste les mets, c'est pas juste l'accoutrement, mais c'est toute une vision, c'est toute une politique, c'est toute une stratégie qui naturellement a besoin des moyens financiers, humains et tout le reste. Donc, c'est un travail holistique et il faut des gens qui soient disponibles pour le faire. Le ministre va insulfer, voilà, mais il faut vraiment des gens qui soient là pour, je crois, accompagner. Sinon, c'est mois d'octobre et puis c'est parti encore pour un autre mois. Alors, on a encore 2 minutes. Vous avez une, et puis Spero Maolé, 60 secondes également. Discrimination Pour du glisser genre. peut-être un dernier mot sur le consommé local, en tout cas pour le ministre. Comme l'a dit Mme Dado Noran Noviekou, ce mois s'annonce rempli de belles opportunités pour chaque Togolais. Oui, Ibrahim Macha. Non, mais je pense qu'au-delà de ce que nous allons faire, c'est de mettre en place une politique assez solide par rapport au consommé local. Et cela va passer par un soutien beaucoup plus accru aux entrepreneurs locaux, ceux qui sont surtout dans les vestimentaires, ceux qui sont dans l'art culinaire, ceux qui sont dans la restauration et tout ça. Je pense que s'il y a un accompagnement, nos entrepreneurs là seront beaucoup plus compétitifs et créatifs. Parce que c'est ça aussi, c'est la création aussi. Donc il faut soutenir cela. Il ne faudrait pas que, nous le disons souvent, ce n'est pas que nous faisons l'apologie de l'incivisme fiscal, mais c'est qu'il y a quand même une pression fiscale qui fait que les entrepreneurs togolais ne réussissent pas. Et ça fait qu'ils ne sont pas en compétition avec les moyens, en tout cas égalitaires avec les autres entrepreneurs. Oui, voilà. Spero Maolé, en quelques secondes, 20. Devenons propriétaires de notre monnaie. Utilisons nos propres ressources humaines. On n'a pas besoin forcément d'un entraîneur national étranger pour l'équipe nationale du Togo. Approprions-nous des choses que nous avons nous-mêmes. Et je pense que nous allons commencer un pas et devenir des consommateurs locaux. Spero Maolé, merci beaucoup à vous. Vous êtes juriste, président du groupe d'action pour la gouvernance et la démocratie. Merci également à Mme Dado Noran Noviekou, coordinatrice nationale de WANEP Togo. Nous disons également merci à notre confrère Ibrahim Macha, journaliste donc. Il est le directeur de publication de Temps Nouveau. Merci également à vous. On se retrouve la semaine prochaine toujours avec le même plaisir. Bon week-end à tout le monde.